Bon après-midi tout le monde. Merci de se joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire sur l'amylodose à chaîne légère, le diagnostic et le traitement. Je m'appelle Gabriel Colasso-Dos, je suis gestionnaire de l'éducation et des services aux patients chez Myelome Canada. Avant de commencer, comme d'habitude, j'ai quelques mots à dire. En premier lieu, j'aimerais remercier nos partenaires de l'industrie, Amgen, Binding Site, BMS, Janssen, Takeda et Sanofi. Pour rappeler à tout le monde, tous nos webinaires sont enregistrés. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces enregistrements? C'est simple, vous allez à youtube.com ou sur votre tablette ou sur votre téléphone d'application YouTube. Dans la barre de recherche, vous pouvez taper Myelome Canada ou Myeloma Canada. Un des premiers résultats que vous voyez, c'est notre chaîne YouTube. On peut s'abonner et après qu'on s'abonne, on peut aussi cliquer sur la petite cloche ici qui nous donne des notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise sur notre chaîne. Alors, c'est une bonne façon de rester au courant de toutes les présentations qu'on fait pendant l'année. On peut aussi avoir accès à ces enregistrements de notre site web. Alors, myelome.ca, vous cliquez sur le menu ressources, un petit onglet va s'ouvrir et un grand onglet, et vous cliquez sur vidéo éducative et ça va vous faire aller à notre chaîne YouTube. Alors, c'est juste une autre façon d'y arriver. Comment est-ce qu'on pose des questions? Alors, sur votre logiciel GoToWebinar, sur une tablette ou sur votre téléphone ou même sur l'ordinateur, qu'est-ce que vous voyez sur l'écran ici? C'est vraiment la vue d'un ordinateur, soit un PC ou un Mac. Il y a un onglet qui dit questions. Sur un téléphone ou un tablette, il y a un petit bouton qui dit questions. Et le concept, c'est le même. Vous tapez la question, vous appuyez sur le bouton pour envoyer la question. Et c'est moi qui vais recevoir les questions. Et à la fin du webinaire, je vais les poser à notre présentatrice et on va répondre à toutes les questions de cette façon-là. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous introduire au docteur Émilie Lemieux-Blanchard, qui est chercheur-investigateur au CHUM et qui est aussi professeur adjointe de clinique à l'Université de Montréal. Merci, docteur Lemieux-Blanchard, pour avoir pris le temps de faire cette présentation pour nous. Merci de l'invitation. Alors, j'avise déjà que malheureusement, je ne remplirai pas l'objectif de temps. Je risque de le dépasser largement. Par contre, j'accepte toutes les questions et je serai disponible jusqu'à 17h30 ou tant qu'il y aura des questions si vous en avez. Alors, je suis Dr Lemieux-Blanchard, je suis hémato-oncologue au CHUM. Ma pratique est surtout centrée sur le myélome multiple et également l'amyloïdose. Je fais partie également du groupe AmyloCHUM, qui est un groupe de médecins spécialistes du CHUM qui se sont regroupés pour offrir meilleurs services pour les gens atteints d'amyloïdose. Alors, ce sont mes conflits potentiels. Comité aviseur, ça veut dire que j'ai participé à des conférences pour donner mon opinion sur certains traitements ou certaines nouvelles médications qui sont disponibles via l'industrie. J'ai été également rémunérée pour des conférences que j'ai moi-même créées, mais j'ai été rémunérée pour donner la conférence par des compagnies. Alors, l'amyloïdose, on va commencer par une définition parce que c'est un sens assez large, vous allez le voir. C'est une pathologie, en fait, d'accumulation d'une protéine qui a changé de conformation, qui est devenue malade et qui va se déposer comme des fibrilles, donc des plaques de faible poids moléculaire. Donc, c'est pas une grosse protéine, mais ça va devenir comme amorphe et se déposer dans différents tissus du corps. Les tissus, ça va de la peau jusqu'à certains organes nobles comme le cœur. Au départ, c'est circulant, donc ça passe dans le sang et c'est en se transformant au contact soit de d'autres protéines, mais également en raison de nouvelles mutations ou de nouvelles anomalies dans sa structure qu'elle va changer de forme et qu'elle va s'accumuler en feuillet bêta qu'on appelle. Donc, c'est une façon de
elle va s'accumuler en espèces de plaques dans les cellules, dans les tissus atteints. Il faut savoir qu'il y a plus de 36 protéines qui peuvent causer de l'amyloïdose. Donc, l'amyloïdose, c'est un terme plutôt général et ça représente la multitude des manifestations qu'elle peut donner. Mais nous, on va aujourd'hui s'attarder à une forme d'amyloïdose qu'on appelle l'amyloïdose systémique, AL, à chaîne légère, qui peut être aussi rarement à chaîne lourde. Je vais essayer de mieux vous expliquer dans le fil de la présentation ce que ça veut dire. Alors, quand on détecte de l'amyloïdose, c'est souvent par une biopsie qu'on a fait dans un organe ou dans un tissu qu'on pense atteint. Et le pathologiste, lui, il va le colorer avec du rouge Congo, qui est un colorant particulier, qui va d'abord donner une impression comme ça d'amas amorphe rougeâtre sur le spécimen. Et par la suite, pour valider que c'est bel et bien de l'amyloïdose, il va polariser la lumière et ça va donner une coloration un peu vert pomme. Et ça aussi, c'est caractéristique de l'amyloïdose. L'amyloïdose systémique ou AL, à chaîne légère, il faut savoir que c'est une maladie rare et on a beaucoup de données qui nous viennent surtout des États-Unis et de l'Angleterre qui ont des gros groupes de suivi, un peu plus également en Italie et on va les appliquer là, pour nous aujourd'hui. Il faut savoir que 0,8 cas par 100 000 de population, ce n'est pas beaucoup. En plus, là-dedans, seulement 0,3 par 100 000 de population d'amyloïdes sont porteurs d'amyloïdose systémique. C'est une maladie qui va se présenter tardivement dans la vie, à partir de 60 ans, bien souvent, prédominance d'hommes également. Malheureusement, ça reste encore en 2021 une maladie incurable pour laquelle, par contre, on commence à accumuler les traitements valables et efficaces qui vont permettre d'avoir des périodes de rémission prolongées et de permettre également qu'on puisse retraiter quand la maladie se remanifeste. Par contre, on le sait et c'est en partie basé par la rareté de cette maladie et de sa multitude de symptômes qu'elle peut donner. En arriver au diagnostic peut être très long. Certaines études parlent en moyenne de presque 12 mois avant d'arriver au réel diagnostic d'amyloïdose. C'est en partie pour ça que dans notre centre hospitalier, on a décidé de créer le groupe AmyloCHUM pour surtout faire également de la sensibilisation auprès des médecins pour qu'on la reconnaisse plus vite, ce qui nous permet d'agir plus vite et d'être plus efficace également pour le traitement des symptômes, mais également pour la survie des gens. Donc, l'amyloïdose à elle, c'est une maladie en soi, mais elle peut être également accompagnée d'une maladie qu'on appelle le myélome multiple, qui est une sorte de cancer du sang, qui est également de la même genre de source de maladie. Ça provient de la même cellule malade, la cellule plasmacytaire, et qui là va représenter une surproduction d'immunoglobulines, mais également des atteintes osseuses, de l'insuffisance rénale, de l'anémie, de l'hypercalcémie, et qui va avoir des traitements qui sont assez comparables à ceux qu'on utilise en amyloïdose. En fait, les traitements pour l'amyloïdose sont souvent attirés par le myélome. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il est possible que comme participant, vous êtes peut-être atteint de myélome multiple et comme votre médecin vous a dit, vous avez en plus de l'amyloïdose. C'est quelque chose qui peut survenir effectivement, qui est une des manifestations du myélome et malheureusement, mais ça assombrit notre capacité à mieux contrôler cette maladie. Le coupable dans l'amyloïdose, c'est un globule blanc qui fait partie de la famille des lymphocytes. Moi, je l'appelle souvent la cellule bibliothèque pour mieux me faire comprendre, c'est-à-dire que le lymphocyte, c'est lui qui va faire le premier contact avec, par exemple, une maladie virale, va essayer de réagir en formant des nouveaux anticorps. Et le plasmocyte, lui, c'est la migration de ce lymphocyte-là qui va devenir une cellule un peu bibliothèque, mémoire, qui va garder en mémoire l'anticorps que nous avons fait pour que si un jour nous retrouvions de nouveau en face du même virus,
on soit capable de se défendre à nouveau et à ce moment-là de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. C'est des cellules donc qui vont rester assez longtemps dans notre corps, qui se renouvellent peu, mais qui restent toujours tout au long de notre vie. Malheureusement, chez les porteurs d'amyloïdose, cette cellule-là va devenir folle, va devenir un petit clone d'elle-même. Il y en a une qui va décider, moi, je survis plus longtemps que les autres et je me mets à produire les anticorps alors que personne en a que mon humain n'en a vraiment pas besoin pour le moment. Alors, les anticorps, c'est eux qui vont s'accumuler, c'est eux qui ont des risques d'avoir des mutations ou des mauvaises conformations et qui vont aller par la suite se déposer dans les tissus et créer l'amyloïdose. Donc, l'anticorps, il est composé d'une grosse chaîne, comme un gros Y, qu'on appelle la chaîne lourde. Certaines peuvent être responsables d'amyloïdose, mais le plus souvent, c'est la chaîne légère, qui est comme les petites ailes sur le gros Y, qui assure la très grande variabilité là, des anticorps, qui fait qu'on en a des centaines de milliers de différents. Mais c'est cette surproduction de chaînes légères avec une anomalie à l'intérieur de sa composition qui va le plus souvent causer l'amyloïdose, particulièrement les chaînes légères qu'on appelle lambda. On en a deux sortes, on a lambda et kappa. Les lambda sont le plus souvent associés avec l'amyloïdose systémique AL. Je vous disais tantôt qu'il y avait 36 protéines différentes qui menaient à des manifestations d'amyloïdose. Donc, en voici un peu la liste. On a des formes héréditaires, c'est-à-dire qu'on est né avec malheureusement la maladie et qu'on va la développer au fil du temps. Par exemple, il y a des protéines de fibrinogènes, mais aussi, surtout, je attire votre attention sur la transthyrétine qu'on appelle l'amyloïdose ATTR. Et c'est important parce que le diagnostic différentiel, c'est-à-dire la reconnaître plutôt que de la faire passer pour un autre type d'amyloïdose, a maintenant ses conséquences parce que maintenant, les patients atteints d'ATTR héréditaire peuvent avoir des traitements offerts. Et donc, c'est très important de faire la différence. On y reviendra un peu plus tard. Les formes acquises, c'est-à-dire qu'on développe cette maladie-là plus tard, ça peut être une sorte d'amyloïdose amorphe qui est due à l'inflammation aux infections. Ça peut être dû aussi dans certaines maladies inflammatoires chroniques. On a les dyscrasies plasmocytaires. Ça, c'est un terme pour rassembler toutes les maladies qui viennent du plasmocyte, dont le myélome fait partie. Donc, on va avoir la chaîne AL ou la chaîne lourde. Et aussi, on a une forme sénile, c'est-à-dire qui vient avec l'âge, qui est beaucoup plus marquée plus on vieillit. Et là, c'est la transthyrétine, qui est la même protéine que celle pour l'ATTR, mais c'est la forme sauvage. Elle n'est pas mutée, c'est pas quelque chose qu'on a hérité de nos parents. C'est avec le temps, il y a des anomalies qui s'installent et elle va se déposer comme l'amyloïdose. Elle aussi, elle est plus fréquente et donc c'est important d'en faire la différence avec l'amyloïdose AL systémique parce que les traitements sont différents. Maintenant, le diagnostic de l'amyloïdose a évolué avec le temps, vous vous en doutez. On voit que dans les décennies antérieures, c'était beaucoup moins fréquent. Je ne pense pas nécessairement que c'était pas parce que ça existait moins, c'est plus parce qu'on la reconnaissait moins. Et avec le temps également, on voit quand même ça ici représente l'ensemble des cas d'amyloïdose diagnostiqués avec le temps. On voit toujours que l'amyloïdose AL représente les cas les plus fréquents, donc c'est le diagnostic porté le plus souvent. On reconnaît davantage également les formes héréditaires et les formes inflammatoires, avec également les traitements des maladies inflammatoires ou des infections. Ça s'est amélioré dans le temps et l'amyloïdose AA disparaît progressivement. Donc ici, c'est un graphique, une tarte pour mieux représenter, donc majoritairement de l'amyloïdose AL diagnostiquée. L'amyloïdose sénile, ou qu'on appelle wild type, c'est-à-dire donc elle n'a pas de mutation, est également fréquente. Et après ça, on a les héréditaires qui peuvent survenir, qui sont de différentes protéines, la plus fréquente étant la TTR, et la localisée, on en reparlera un petit peu plus tard.
Cette même étude de registre nous a permis de savoir également que, heureusement, avec les nouveaux traitements, il y a une amélioration du pronostic de la maladie. Avant 2005, on parlait d'une médiane de survie de 18 mois. Maintenant, dans la dernière décennie, on s'approche de 5 ans, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, les manifestations, elles peuvent être diverses et en fonction du type d'amyloïdose qu'on va avoir. Il faut savoir qu'il y a des formes d'amyloïdose AL qui vont être uniquement localisées dans certains tissus et qui vont très, très rarement se développer par la suite en systémique. Le plus souvent, elles vont faire leur atteinte dans l'organe qu'elles touchent sans toucher le reste du corps. On peut parler de la peau, du larynx, des orbites, de la vessie et également des formes qui viennent dans l'appareil respiratoire trachéobronchique. Là, c'est la trachée, les bronches qui peuvent être localisées, qui doivent être traitées localement et non pas par chimiothérapie. Le type de protéine va également nous prédire un peu quel type d'organe va être atteint le plus souvent. Je vais d'autres graphiques pour vous le montrer. Alors, dans les manifestations, on voit que c'est vraiment une maladie systémique qui peut avoir un impact sur plusieurs organes en même temps, à degrés divers, avec des installations qui font qu'on accumule les symptômes. Et c'est là que, bien souvent, quand ça devient de plus en plus pesant, notamment au niveau de la maladie cardiaque, les patients arrivent jusqu'à nous pour être investigués. Donc, on a des manifestations au niveau des yeux. On peut avoir bien souvent également des pertes de protéines, de bonnes protéines dans nos urines parce que le rein n'arrive plus à les filtrer normalement. C'est ce qui va faire qu'on va avoir parfois de l'enflure, de l'œdème qui s'accumule. Des manifestations cardiaques avec un gonflement des parois du cœur. Le cœur devient de plus en plus gros. Il peut avoir des arythmies, des anomalies dans les battements cardiaques. Parfois aussi des blocs de conduction, c'est-à-dire que l'électricité a de la difficulté à passer le message dans le cœur. Les tunnels carpiens, ça, c'est les engourdissements au niveau des 3 premiers doigts de la main. Les manifestations digestives, ça peut être de la nausée, de la diarrhée, ça peut être un ralentissement ou une activation du transit intestinal. Et bien souvent aussi, on a des gens qui arrivent avec une histoire de perte de poids sans qu'on arrive à vraiment identifier la cause exacte qui s'installe, souvent sur plusieurs mois avant qu'on fasse le diagnostic. Les atteintes des nerfs, elles peuvent être du système nerveux autonome qu'on appelle, donc ça, c'est ce qui contrôle notre pression, également notre système digestif, nos fonctions sexuelles, mais également les atteintes des petits nerfs sur les sensations. On peut avoir des pertes de sensations, de la douleur et également des fois des anomalies motrices, c'est-à-dire pour pouvoir bouger. Puis, elles sont reconnaissables avec certains examens diagnostiques, comme notamment l'EMG, où on va aller stimuler le nerf, puis elle va nous permettre de mettre en évidence qu'il y a une anomalie au niveau du nerf. Une autre façon de vous montrer un peu les atteintes multiples, mais également pour vous expliquer, pour vous montrer que selon le type d'amyloïdose, il va y avoir des manifestations qui sont plus ou moins fréquentes. Par exemple, l'atteinte amyloïdose héréditaire ATTR au niveau oculaire est quasiment exclusive. C'est très rare qu'en amyloïdose AL, on va avoir une atteinte des yeux ou, par exemple, également la rupture du tendon du biceps. Ça, c'est un des gros muscles dans l'avant-bras. Ça, c'est plus classiquement vu en ATTR. Par contre, on peut voir après ça un chevauchement des modes de présentation. En amyloïdose AL, on voit également des problèmes au niveau du sang avec des facilités de segment, particulièrement, par exemple, au niveau des yeux. On peut avoir facilement des ecchymoses sans même s'être cogné ou avec vraiment un toucher très léger ou même avoir des problèmes dans le sang où on voit qu'il y a des facteurs de la coagulation qui ne fonctionnent plus normalement. En ATTR également, selon la mutation que l'on porte, on peut avoir des manifestations plus neurologiques ou plus cardiaques. Donc, voyez-vous, il y a toute une gamme de présentations qui peut survenir.
Pour ce qui est de l'amyloïdose à elle, pourquoi c'est si pathologique? En fait, on retrouve notre fameuse cellule B, donc le plasmocyte, qui produit l'anticorps. Et l'anticorps, ou la chaîne légère, le plus souvent, bien, il va être instable et transformé avec différentes enzymes ou différentes autres cellules qu'il va rencontrer dans la matrice. Et il va y avoir deux formes de toxicité. Il va y avoir une toxicité directe, c'est-à-dire qu'il va créer la mort des cellules autour de lui parce qu'il va déclencher cette réaction-là. C'est pas normal là, que ça survienne dans le tissu. Et en plus, bien, il va s'accumuler en diminuant après cela la fonction du muscle ou de l'organe. Par exemple, si on prend le muscle cardiaque, bien, il va s'épaissir et on comprend donc qu'un muscle épaissi avec, moi je prends souvent l'exemple d'un gratin de pommes de terre. Si on avait les bonnes patates qui sont les muscles, bien là on rajoute une quantité incroyable de fromage, ce qui fait que ça devient indigeste et que le cœur ne peut plus se contracter normalement. C'est la même chose dans les autres organes qui est atteint. Donc, je me répète encore, mais il est vraiment important d'établir le bon diagnostic parce que même si on retrouve parfois circulant des chaînes légères, hein, c'est ce qu'on appelle des gammopathies monoclonales de signification indéterminée, c'est-à-dire qu'on produit cette protéine-là, on n'est pas malade, mais on la découvre et on doit avoir un suivi pour s'assurer qu'on ne développe pas d'autres maladies associées. Eh bien, il y a quand même 3 de la population en haut de 60 ans au Canada qui va être porteur d'une gammopathie monoclonale. Tout le monde ne développera pas l'amyloïdose. Alors, des fois, malheureusement, on va se laisser berner par le fait que cette protéine circule, mais finalement, c'est parce qu'on l'a cherché, parce que si on faisait vraiment la biopsie, bien, dans 10% des cas, on va retrouver une autre forme d'amyloïdose, comme l'amyloïdose ATTR. Et là, vous comprenez que ça nous pose un problème, parce que si on avait décidé que c'est parce qu'on a trouvé une petite chaîne légère dans le sang, bien, c'est de l'amyloïdose systémique, on a donné de la chimiothérapie pour rien, et celui qui la reçoit développe des effets secondaires qui ne sont pas désirables et qui retardent un bon traitement pour sa maladie. Donc, c'est pour ça que l'algorithme pour faire le diagnostic est de mieux en mieux développé et important. On doit le suivre pour s'assurer du bon traitement. On a différentes méthodes diagnostiques. Je ne veux pas m'attarder dans les détails, mais bien souvent, ce qui peut retarder un peu la confirmation de votre diagnostic, c'est que pour être certain, on va envoyer le spécimen à l'extérieur du Québec parce que le test le plus sensible ne se fait pas encore ici. On l'envoie soit à Toronto ou à Boston et on a quelques semaines de délai, mais c'est notre étalon de mesure, c'est celui qui nous donne le meilleur résultat et qui nous assure qu'on est bel et bien en présence d'amyloïdose AL. On va essayer de favoriser, d'aller chercher dans l'organe atteint pour établir notre diagnostic parce que des fois, on peut piger à côté en pensant que c'est là, mais finalement, c'est seulement dans l'organe qu'on peut retrouver. Par contre, il faut comprendre que c'est quand même des organes nobles, hein, le cœur, les reins. Donc, on a quand même d'autres sites où il peut y avoir de l'accumulation d'amyloïdose et on va peut-être aller choisir ceux-là pour diminuer les risques liés à la biopsie. Je pense par exemple aux glandes salivaires, le gras sous la peau qui nous ramène des petits capillaires de sang là, et qui peut nous permettre de voir l'accumulation d'amyloïdose à ce niveau-là. Il y en a d'autres. Les pourcentages que je vous fournis sont la sensibilité, donc les chances de découvrir bel et bien l'amyloïdose. Et également, comme je vous disais que c'est une maladie à départ du sang, de la moelle osseuse, des lymphocytes B, on va aller dans la moelle osseuse, là où sont produites ces cellules-là. Et c'est important pour clarifier effectivement si c'est bien la cellule malade qui est présente. Et également, dans à peu près 50% des cas, on va pouvoir aussi confirmer la présence de dépôts amyloïdes. Ici, c'est un algorithme qu'on utilise particulièrement quand les patients se présentent avec un tableau surtout cardiaque. Et donc, on va d'abord, le premier point
d'entrer dans cet algorithme-là, c'est souvent parce qu'on se présente, on a des manifestations d'insuffisance cardiaque ou des symptômes qui vont avec d'autres problématiques comme l'arythmie. D'abord, on va s'assurer, on va voir est-ce qu'il y a une petite protéine comme une chaîne légère qui circule de façon anormale. Après, si on pense que c'est systémique, il y en a bel et bien une, et bien là, c'est là où on rencontre l'hématologue qui va s'occuper de faire la biopsie de la moelle, également des organes qui pourraient être atteints pour voir est-ce que c'est une composante systémique ou pas. Et bien souvent, c'est là qu'on va envoyer votre échantillon à l'extérieur pour confirmer. Si jamais on voit qu'il n'y a aucune protéine suspecte d'amyloïdose dans le sang, à ce moment-là, on a des tests au niveau cardiaque pour, notamment en médecine nucléaire, qui sont assez sensibles pour qu'ici, on voit des captations anormales pour penser que c'est bel et bien de l'amyloïdose plus ATTR à ce moment-là, donc les formes héréditaires ou séniles. Et là, on va orienter le patient plus vers les cardiologues ou les neurologues en fonction de leur symptomatologie pour qu'ils aient des traitements appropriés. Donc, maintenant, pour continuer dans le volet plus traitement, implication également pour la survie, je veux parler un peu de définition qu'on utilise. Puis c'est de là où on sort nos chiffres là, quand on parle avec vous lors des consultations. D'abord, pour bien comprendre, je vais vous montrer plusieurs courbes de Kaplan-Meier. Ça, c'est des courbes qui estiment la survie. C'est des courbes statistiques qui vont nous donner la probabilité d'être encore en vie ou si on dit aussi, ça c'est pour la survie globale, mais pour la survie sans progression ou sans maladie en fonction d'un temps donné. Donc, par exemple, à 6 mois, il y a encore 50% des gens qui sont vivants. Le survie globale, c'est la durée de temps à partir du diagnostic ou du début des traitements durant laquelle les gens atteints sont encore vivants. Et la survie sans progression, c'est la durée de temps à partir du diagnostic ou du début d'un traitement durant laquelle la maladie des patients ne se détériore pas. Donc, c'est-à-dire que si on dit sans progression, ça veut dire qu'on n'a pas de marqueur pour dire que la maladie redevient non contrôlée. On se base aussi sur des critères diagnostiques et on a des consensus. Je m'excuse, certaines diapositives doivent demeurer en anglais parce que je n'ai pas trouvé de bon équivalent en français. Et comme elles sont parfois un peu longues à traduire, je me disais que je pourrais être plus explicative, mais garder quand même la diapositive dans la langue initiale. Donc, voyez-vous, on en a pour également, au-delà de l'atteinte, quand on retrouve que les tests qu'on fait sur le sang, on a également des critères pour définir les atteintes d'organes, soit des reins, du cœur, du foie, des nerfs, du tractus digestif, des poumons, puis également des tissus mous comme la peau, par exemple, ou le tunnel carpien. Donc, on accumule, puis ça, on va les noter au diagnostic, puis on va pouvoir évaluer plus tard comment ça répond à notre traitement. Également, on utilise des marqueurs dans le sang pour établir les stades. Donc, les maladies hématologiques, comme vous le savez déjà probablement, c'est un peu différent notre notion de stade que dans un cancer du poumon, par exemple. Un cancer du poumon de stade 1, ça veut dire qu'il y a un nodule que je peux aller enlever par chirurgie le plus souvent. Quand c'est un stade 4 d'un cancer du poumon, ça veut dire que malheureusement, ma maladie, elle est sortie de mes poumons, elle est allée dans d'autres organes, elle a fait des métastases et effectivement, on ne peut plus parler de chirurgie. En amyloïdose, ça ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'on l'a vu, c'est déjà une maladie qui a tendance à vouloir se disperser dans le corps et qu'on doit traiter de façon systémique. La chirurgie peut soulager des symptômes, comme par exemple dans le tunnel carpien, mais elle n'empêchera pas que la maladie va progresser si on ne lui donne pas de chimiothérapie. Alors, les stades, ils sont de façon un peu différente. Ils sont surtout basés pour le pronostic, c'est-à-dire nous dire, malheureusement, selon la fonction, le nombre d'organes atteints ou comment les organes sont atteints, comment on peut prévoir la survie des patients. Donc, l'organe le plus déterminant pour ça, c'est le cœur.
Et c'est pour ça que nos stades contiennent tous des marqueurs du cœur. Les troponines, c'est des enzymes qui viennent de notre cœur, ainsi que les pro-BNP. Puis, c'est un peu des marqueurs de la souffrance du cœur. Donc, quand on est en stade 1, quand les marqueurs de souffrance sont presque normaux ou très peu élevés. Après ça, on a des critères intermédiaires, c'est nos stades 2. Et on a, quand les deux marqueurs sont anormaux, là, on parle de stade 3. On peut aussi encore là définir un stade 3A et 3B avec le niveau de souffrance ou en tout cas le niveau des marqueurs, notamment les NT-proBNP. Et malheureusement, ça nous indique des patients souvent plus fragiles. On a essayé de raffiner avec le temps. Alors, la Mayo Clinic, qui est l'instigateur de ce score et qui a également essayé de raffiner son score pronostic, c'est une grande clinique spécialisée aux États-Unis. Vous en avez peut-être entendu parler déjà. Et dans les dernières années, ils ont également apporté un nouvel élément, c'est-à-dire la différence entre la chaîne qui est malade, est-ce que c'est la lambda, la kappa, puis là, après ça, on soustrait le nombre à la chaîne légère normale, puis on voit si la différence est supérieure à 180 mg par millilitre, mais ça veut dire que on est quand même en présence d'une maladie où il y a beaucoup déjà de chaînes légères d'accumuler de petites fibrilles d'amyloïdose. Donc, c'est sûr que ça assombrit le pronostic de la maladie, malheureusement, parce qu'il y en a probablement plus d'accumulés. Et si on regarde, ça, c'est la courbe de Kaplan-Meier dont je vous parlais. Donc, la proportion des gens, ça se lit en pourcentage. Et ici, en fonction du temps, eh bien, on voit que la majorité des stades, les stades peu avancés ou de faible risque ont une meilleure survie dans le temps par rapport à ceux qui ont un stade 4 pronostic où malheureusement, on voit qu'une grande proportion des gens n'atteindront pas 1 an. Après ça, si on peut le découper dans toutes sortes de choses, mais moi, ce que je voulais aussi montrer dans cette courbe-là, c'est que même dans les stades intermédiaires, on a quand même également une proportion de nos patients qui vont malheureusement, dès les débuts de la maladie, aller plus ou moins bien, puis il y en a qui vont malheureusement mourir de la maladie. Et après ça, on a une espèce de plateau qui s'installe. Si on franchit un certain cap, on a plus de chances de rester en vie plus longtemps. Maintenant, le traitement. Avant de commencer, il faut savoir que comme c'est une maladie rare, les données qui proviennent de données de bonnes études cliniques, qu'on appelle les phases 3, c'est-à-dire des études randomisées. Donc, on fait la différence entre un groupe qui reçoit le nouveau traitement et le groupe qui reçoit soit un traitement standard ou un placebo. Donc ça, il n'y en a pas tant que ça en amyloïdose. Donc, ça veut dire souvent qu'on va se baser sur des études avec moins de patients ou des opinions d'experts dans certains cas. Heureusement, il y a de plus en plus d'intérêt et on voit que ça s'améliore. La littérature scientifique se bonifie de plus en plus à travers les années pour l'amyloïdose. On sait aussi, c'est mon point numéro 2, qu'on ne doit pas hésiter à ajuster les posologies en fonction des atteintes d'organes ou de l'état de fragilité de nos malades. On sait aussi que les patients traités par des docteurs qui connaissent l'amyloïdose ont également de meilleurs résultats généralement parce qu'on a plus d'expérience à gérer les effets secondaires et à améliorer les soins de support. Peut-être que certains participants ont déjà entendu parler de l'autogreffe et c'est une option qui est disponible, mais pour des patients très sélectionnés et donc ça va représenter à peu près 20% des gens. Les traitements en général ont un temps défini parce que c'est pas tant de maladies que ça à détruire, mais c'est juste qu'elle a eu le temps de faire beaucoup de dommages. Nous, on va être très
on va axer beaucoup sur la réponse au traitement en regardant des choses simples, c'est-à-dire le niveau des chaînes légères, comment baisse-t-il, surtout sur les 3 premiers mois. Et plus on atteint rapidement cette réponse hématologique pour sur nos prises de sang, nos chaînes légères diminuent, bien, on sait que ça va corréler également avec la survie des gens. Et on sait aussi que si on atteint une réponse hématologique, pour le moins de 50%, déjà, on a plus de chances d'avoir une réponse des organes qui sont atteints. Ça peut prendre, par contre, 3 à 6 mois supplémentaires après la réponse hématologique avant qu'on voit enfin arriver la réponse des organes. Chez ceux qui ont obtenu une réponse complète hématologique, bien, dans la première année, ils peuvent à peu près 80% peuvent espérer d'avoir une réponse des organes dans la première année. Mais je souligne quand même que seulement 38% de ces patients-là vont avoir une réponse complète des organes atteints. Donc, bien souvent, il va y avoir des séquelles ou des cicatrices qui vont être laissées derrière par l'amyloïdose. On va voir les choses s'améliorer. Par contre, on ne verra pas nécessairement tout se renverser. Encore là, c'est un peu imbuvable comme tableau, mais c'est pour vous montrer qu'on va suivre, on a des normes pour définir qu'est-ce que ça représente une bonne réponse. Et puis nous, bien, définir notre bonne réponse, puis vous allez voir dans la suite de la présentation, la réponse complète, c'est quand notre ratio, la différence entre la chaîne normale ou anormale redevient complètement dans les normales. On a également une très bonne réponse partielle. Ça, c'est quand la différence devient en bas de 40 mg par litre, donc vraiment très petite à différencier, ou quand on est partiel, quand on a une réponse de plus de 50%. On a aussi nos définitions pour les organes atteints. Les différents traitements qui sont disponibles, on a les alkylants. Ça, c'est des grandes catégories de médicaments dont vous allez peut-être entendre parler. Donc, les alkylants, c'est des médicaments qui sont très anciens, c'est des chimiothérapies qui vont bloquer la réplication de l'ADN puis qui vont provoquer la mort des cellules. On entend par là le melphalan et la cyclophosphamide. Les inhibiteurs du protéasome, ça, c'est le protéasome, c'est comme la grosse poubelle des cellules. Alors, quand on bloque la poubelle, bien, on empêche la cellule de gérer ses déchets, puis ça devient hautement toxique chez une cellule qui veut produire plein de protéines anormales. Ça va aussi inhiber les voies d'activation de certains facteurs de transcription qui sont là pour faire augmenter la prolifération des cellules. Et là, bien, on va provoquer également la mort cellulaire. Ces types de médicaments-là, on retrouve notamment le bortezomib, l'ixazomib et le carfezomib. Les IMID, c'est des médicaments qui sont plutôt des immunomodulateurs qui vont également bloquer la transcription de l'ADN, qui vont provoquer la mort des cellules. On retrouve le lénalidomide, le pomalidomide et le thalidomide. Et les corticostéroïdes, eux, c'est des médicaments qu'on retrouve également dans plein d'autres maladies qu'on utilise beaucoup en médecine, mais en amyloïdose, on va les utiliser pour faire mourir les cellules, également pour aider le système immunitaire. En tout cas, ça va faire une certaine immunomodulation. Et là, on parle de la dexaméthasone ou de la prednisone. C'est juste pour que vous soyez familier avec les termes que je vais utiliser un peu plus tard. Maintenant, on a un nouveau joueur qu'on appelle le daratumumab. Donc, il est beaucoup utilisé en myélome. C'est pour ça que le schéma parle d'une cellule de myélome. Mais ici, on pourrait imaginer aussi un gros plasmocyte d'amyloïdose. Et bien, il y a un anticorps qui vient se joindre sur la cellule, qui reconnaît la cellule malade et qui vient la cibler spécifiquement pour soit la faire mourir en recrutant d'autres cellules de notre système immunitaire ou provoquer sa mort directement. C'est un anticorps monoclonal, c'est-à-dire qu'il est toujours pareil, là, il est vraiment fait pour qu'il soit toujours reproductible et de la même sorte quand on l'injecte. Donc, à la première ligne de traitement, ici, je vais vous présenter mon approche thérapeutique, mais qui est assez similaire avec d'autres algorithmes de traitement, puis ça va vous aider à mieux comprendre les présentations que je vais faire par la suite. Donc, quand on fait face à un patient de
faible risque, bien souvent, c'est quelqu'un de jeune, avec une école, ça, c'est un niveau de fonctionnalité. Est-ce que ma maladie a un impact sur moi, sur ma capacité d'aller faire mes commissions? Est-ce que je dois rester maintenant? Je suis tellement fatiguée que je dois rester plusieurs heures assis ou à dormir dans ma journée. Ça, c'est toutes des choses qu'on doit évaluer quand on vous rencontre. La fonction des reins, également en fonction de l'atteinte cardiaque. Hein. Ici, je vous ai remis un peu les exemples que moi, je regarde, les niveaux que je regarde pour voir la souffrance du cœur, voir aussi comment l'insuffisance cardiaque peut impacter, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de marcher sans être essoufflée ou quand je marche sur le plat, j'ai de la misère à pouvoir tenir le rythme à côté de mon conjoint ou de ma conjointe. Est-ce que j'ai plusieurs organes d'atteinte? Est-ce que j'ai aussi un myélome? Si on remplit ces conditions-là, puis après avoir rencontré le médecin, on peut parler d'autogreffe. C'est à considérer. Est-ce que ce sera le traitement choisi? Ça reste à voir, mais on peut en parler. Ça, on sait que c'est pour à peu près 20% des gens. La plupart des gens vont se retrouver dans les risques intermédiaires, où là, on va proposer le melphalan, la dexaméthasone dont je vous ai parlé, mais de plus en plus, on va se tourner vers des combinaisons qui incluent le bortezomib parce que le bortezomib ajoute nettement à la réponse et le daratumumab dont je vous ai parlé est un nouveau protocole. On aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard, mais je l'ai mis en parenthèse parce qu'il n'est pas disponible ou remboursé par la RAMQ présentement. Le lénavidomide ou le rivlimide peut être aussi une autre option lorsqu'on a déjà des atteintes d'organes comme des nerfs, puis en fonction des effets secondaires des différents médicaments, on peut quand même cibler pour essayer de limiter, d'ajouter des nouveaux effets secondaires, notamment au niveau de la neuropathie ou des nerfs. Pour les patients à plus haut risque, plus fragiles, bien là encore, on va parler de combinaison de traitements. Par contre, il va falloir être particulièrement vigilant et ajuster nos doses pour que les effets secondaires ne viennent pas contrecarrer les effets bénéfiques du traitement. Le melphalan, dexaméthasone, mais ça, là, c'est la base de tous les traitements, dans le sens où c'est le premier qui est arrivé puis qui était montré assez efficace pour s'occuper de l'amyloïdose dans le passé. Ça fait plusieurs décennies qu'il existe ce protocole. Ici, ce n'est pas pour le détailler en grande précision, mais on voit qu'on doit le prendre pendant 4 jours avec un maximum de 9 cycles. Et on l'utilise généralement pour les patients non éligibles à la greffe parce que si on donne beaucoup de doses de melphalan par la bouche sur une longue période de temps, bien, on n'est plus capable d'obtenir les cellules souches dont on a besoin pour faire l'autogreffe. Je vous montre les résultats des études antérieures. Bien, on va quand même avoir un bon taux de réponse globale, autour de 76%. La réponse complète, par contre, représente seulement un tiers des gens et la réponse d'organes, bien, elle est aux environs également chez un tiers des gens, surtout pour ceux pour qui on a réussi à garder la pleine dose de dexaméthasone sans être obligé de l'ajuster à cause des effets secondaires. Donc, si on arrive à obtenir une très bonne réponse hématologique, bien, on a quand même une bonne réponse d'organes à venir. La seule chose, dans tous les traitements, ce qu'il faut aller chercher, c'est la proportion de gens qu'on est capable d'amener en rémission hématologique parce que c'est ceux-là qui vont avoir le plus de chances de répondre aussi au niveau des organes. Puis, sans surprise, mais quand on est obligé d'ajuster les doses, les réponses sont moins bonnes, mais en même temps, c'est parce qu'on était plus fragile. Alors, des fois, c'est un peu difficile de démêler l'un de l'autre. Par contre, ça reste un protocole qui n'est pas toujours facile à tolérer, même chez les gens en forme, et les résultats restent relativement décevants pour les groupes les risques plus élevés. Ici, on le voit ici. Ça ici, c'est les faibles risques, ou en tout cas ceux qui ont réussi à obtenir une réponse complète. Mais ceux pour lesquels il n'y a pas eu de réponse, on voit que malheureusement, la courbe est plutôt dramatique. Maintenant, le bortezomib, quand il est arrivé, il a été rapidement introduit parce qu'on a vu qu'il avait une belle efficacité. Puis ça, je vous présente une étude européenne qui a inclus des protocoles de CyBorD, donc cyclophosphamide, bortezomib, dexaméthasone,
ou de melphalan à laquelle on a ajouté du bortezomib. Et c'était pas nécessairement pour voir entre les deux traitements l'efficacité, mais bien pour un peu voir en général, est-ce qu'on améliorait le sort des gens par rapport à aussi des données antérieures ou dans nos archives. Puis, on a vu quand même qu'on a eu des courbes intéressantes avec une survie prolongée, particulièrement évidemment pour les stades pas limités, pardon, mais de faible risque, même pour les stades intermédiaires, incluant les 3A. Mais pour les 3B, où on se souvient, c'est ceux qui avaient le plus de signes de souffrance cardiaque, ça restait quand même difficile. Par contre, je vous amène à la dernière courbe où même pour les 3B, quand on a essayé des traitements, bien, il y en a quand même ceux qui ont été capables d'avoir au moins une réponse hématologique. On voit qu'on est capable d'amener quelques-uns à avoir une survie prolongée, ce qui fait dire que, en fait, il ne faut pas nécessairement se laisser impressionner au début, tenter quand même des traitements, tenter de s'ajuster quand ça reste dans le domaine du possible et du raisonnable, bien sûr, mais on peut quand même obtenir des réponses intéressantes. Pour la cyclophosphamide, qui est un autre agent alkylant dont je vous ai parlé, le bénéfice par rapport au bortezomib est moins clair, mais on a quand même tendance à l'utiliser toujours parce que ça fait partie des protocoles de base. Puis ici, cette étude-là était rétrospective, donc pas suffisante nécessairement pour changer notre pratique. On aimerait mieux voir vraiment une comparaison avec ou sans, mais de façon prospective. La nouvelle étude qui a un peu chamboulé le devenir, en tout cas qui est très, très intéressante puis qu'on va surveiller dans les prochaines années si notre gouvernement permet le remboursement, c'est l'étude Andromeda qui a ajouté au CyBorD, donc le cyclobortezomib dexaméthasone, le daratumumab. Pour lui, par contre, et c'est un traitement continu, hein, on n'a pas d'arrêt prédéfini. On s'intéresse au stade de 1 à 3A, donc il n'y a pas de patients frêles qui ont été recrutés. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a nettement amélioré la chance que les gens répondent. On a nettement amélioré aussi la qualité des réponses, c'est-à-dire au moins des très bonnes réponses ou des réponses avec des réponses d'organes. On l'a obtenu plus vite et on a également, donc, dans les réponses d'organes, plus de patients qui en ont bénéficié là, à 6 mois. C'était statistiquement significatif pour tous les énoncés. Donc, ça veut dire que quand on fait l'épreuve des chiffres, bien, on voit que la différence est confirmée dans nos statistiques. Elle n'est pas le fruit du hasard. Donc, une autre étude, qui là, celle-là vous montre aussi pourquoi j'ai inclus dans mon algorithme le bortezomib, melphalan, dexaméthasone. Bien, c'est parce que c'est une autre alternative qui a aussi, elle, l'intérêt d'avoir une durée fixe sur des mois bien définis qui donne également des bons résultats parce que regardez ça ici, et en médecine, en oncologie par exemple, bien souvent maintenant, on va beaucoup vanter les effets sans progression des médicaments, mais les données de survie, on en a de moins en moins parce que ça prend de plus en plus de temps de les avoir. Et là, mais cette étude-là, ça fait déjà un certain temps et on voit que ce n'est pas juste un effet sur le contrôle de la maladie que ça apporte, mais bel et bien sur la survie, parce que par rapport à ceux qui ont eu du bortezomib ajouté au melphalan, bien, on n'a pas encore atteint la survie médiane, donc le 50% par rapport à ceux qui ont juste eu du melphalan dexaméthasone. Accrochez-vous, ça continue, mais on va parler maintenant d'autogreffe parce que c'est souvent une question que les gens ont. Puis il faut absolument vous dire que c'est controversé encore aujourd'hui en 2021. Il y a des grandes écoles qui s'affrontent. On a eu une étude
française qui a été un peu un électrochoc quand elle est parue en 2007 parce que comme la greffe était très utilisée en myélome, on avait tendance à l'utiliser aussi en amyloïdose et assez rapidement, dans le fond, quand on faisait le diagnostic, on allait vers la greffe. La greffe, ça implique qu'on doit collecter des cellules souches, donner la grosse dose de chimiothérapie, redonner les cellules souches pour qu'on sorte plus vite là, de l'hôpital pour retrouver nos bonnes cellules. Et c'est un traitement qui peut être quand même assez toxique à cause de la grosse chimiothérapie qui va avec. Donc, quand les Français ont publié leurs études, ben eux, c'était vraiment l'avantage d'une étude randomisée, donc c'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui avait la greffe, puis un groupe qui ne l'avait pas, puis on comparait les deux. Puis, à la surprise de certains centres qui avaient l'impression que la greffe était meilleure, ben finalement, au contraire, c'est le groupe melphalan dexaméthasone qui était meilleur par rapport à la greffe. Il y a eu plusieurs critiques, par exemple, de cette étude-là, parce qu'il y a plusieurs patients qui avaient été mis dans le groupe greffe qui n'ont pas pu se rendre à la greffe. Ils ont aussi inclus des gens qui étaient beaucoup trop malades au niveau du cœur pour vraiment bénéficier de la greffe. Ça devenait dangereux avec nos critères à nous maintenant. Donc, ça fait partie des critères de l'étude, mais il n'en reste pas moins que quand ils font les ajustements, le groupe français continue et dit que leurs études à elles montrent toujours que la greffe n'a pas d'avantage par rapport au groupe melphalan dexaméthasone. Une autre critique aussi que je pourrais apporter, c'est que ça a été fait dans plusieurs centres, donc pas des centres nécessairement qui avaient l'habitude de greffer des patients d'amyloïdose, donc on augmente là encore le risque de mortalité associé à ce traitement-là. Et ça, mais c'est très difficile par la suite d'ajuster les chiffres pour ça. Maintenant, du côté américain, beaucoup de centres américains, mais aussi des centres européens, notamment en Allemagne, ont cru à la greffe parce qu'ils avaient de bons résultats dans leur centre. Et en 2015, il y a une étude de registre, c'est-à-dire que il y a plusieurs centres américains qui ont mis toutes leurs données ensemble puis qui ont évalué comment avait évolué leur traitement avec la greffe. Bien, on voit sans surprise que plus on avance dans le temps, là c'est en tranche de 5 ans, bien, plus on avance dans le temps, dans les années 2007-2012, bien, on a été capable d'améliorer les gestions des effets secondaires à la greffe et de diminuer les risques de mourir dans les 100 jours suivant la greffe. Hein, on est rendu davantage à un risque de 5 %. On voit aussi que la survie médiane globale est maintenant estimée aux environs de 8 ans. Puis, ça ici, c'est dans la dernière tranche 2007-2012. Une autre étude qui montrait un peu des études de registre, là encore, mais en fait, non, je m'excuse, pas de registre, mais de centres spécifiques où le risque relié à la greffe était quand même acceptable, quoique maintenant 10 % à mon sens, ça serait un peu inadéquat. Je vous estimerais maintenant qu'on est plus de l'ordre de 5 %, avec des médianes de survie globale de plusieurs années qui peuvent aller de 6 à 10 ans dans ce qui a été rapporté, sinon plus, particulièrement pour les gens qui avaient obtenu d'excellentes réponses. Donc, qu'est-ce qu'on doit en penser? Mais c'est vrai que c'est très intéressant la greffe. La preuve, c'est que je continue, moi, à la proposer chez certains patients. Ça offre l'avantage d'un résultat bon à long terme avec un traitement relativement court. Par contre, il y a beaucoup d'effets secondaires. C'est plus élevé qu'en myélome multiple. Il faut bien le comprendre que notre risque d'avoir des effets secondaires ou des complications liées à notre amyloïdose, ne serait-ce que des arythmies malignes mortelles, sont plus à risque de survenir pendant la greffe. C'est des bons résultats, mais il faut toujours savoir qu'on les a sélectionnés, les gens qui participent. Donc, c'est sûr que nos résultats vont être meilleurs que si j'avais la proposé à tout le monde. Aussi, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut penser qu'on pourrait, au lieu d'aller d'emblée vers la greffe, puis risquer que les gens ne soient pas tout à fait fit ou bien balancés, ou en tout cas avec encore une amyloïdose assez active, on pourrait essayer de donner des traitements avant la greffe, puis c'est la majorité du temps, c'est ça qu'on fait, pour essayer de voir un peu comment va s'orienter la réponse. Puis si on a des meilleures réponses, on peut même arriver à améliorer l'organe atteint et par la suite devenir éligible à la greffe.
Mais aussi, comme on a de meilleurs traitements pour les gens non éligibles, on se rend compte que dans certains cas, les résultats avec le bortezomib, ben, se rajoutent aux bons résultats qu'on avait avant. Et puis là, ben, chez certaines personnes, ils vont avoir exactement le même devenir que s'ils avaient été greffés. Donc, je ne suis pas sûre que je vous ai nécessairement éclairci tout le tableau, mais il faut savoir que c'est encore controversé, puis qu'on va vraiment bien sélectionner les gens. Et que si on a une excellente réponse avec un traitement en cours, il est encore sage de dire, bien, peut-être que la greffe n'est pas nécessairement à faire d'emblée. Pour nous aider dans ça, il y a de plus en plus d'études, dont une italienne. On va y aller rapidement, mais c'est qu'ils ont fait une stratégie où ils ont donné le CyBorD, dont je vous ai déjà parlé. Puis ceux qui n'avaient pas une bonne réponse, c'est ceux-là qui l'amenaient à la greffe. Ceux qui avaient une très bonne réponse, bien, ils restaient sous CyBorD. Si on regarde le CyBorD tout seul, bon, c'est sûr que le taux de réponse hématologique en général est moins bon que ceux qui sont allés vers la greffe. Par contre, pour l'instant, à partir, c'est sûr qu'il va falloir continuer à les suivre, mais on voit que de façon estimée, ils ont à peu près la même survie, ceux qui ont une très bonne réponse versus ceux à qui on a ajouté la greffe au CyBorD. Donc, ça peut être encourageant pour ceux qui ont une très bonne réponse hématologique. On voit déjà des réponses d'organes. On peut les conforter en disant, ben, on peut continuer avec ce même traitement-là sans nécessairement faire le pas à la greffe. Ça demeure à suivre parce qu'il n'en reste pas moins qu'on a toujours le risque de perdre des patients comme ça qui pourraient être éligibles à la greffe, mais qu'à cause de toutes sortes de raisons, avec le traitement de CyBorD, se détériorent et là, perdent leur éligibilité. Fait que ça vient balancer, mais ça va être à suivre et ça reflète quand même pas mal maintenant notre pratique en général. On voit aussi une autre chose pour apporter le point du bortezomib, c'est que quand on atteint une excellente réponse avec juste des traitements de bortezomib, ben, et la combinaison, là, bien sûr, ben, on voit qu'on a des courbes qui, même si on ne peut pas les comparer d'une étude à l'autre, s'apparentent nettement avec ce qu'on avait vu auparavant dans les autres diapositives. Donc, à la rechute, ben, on peut réutiliser les mêmes traitements, surtout si ça fait longtemps qu'on les a eus. On va aussi souvent changer de catégorie d'agent parce que ça peut améliorer en tout cas la réponse. Puis souvent, mais c'est ça qu'on va aller chercher. S'il y a un nouvel organe là, qui se détériore, on veut aller rapidement reprendre le contrôle. Il y a des options qui s'en viennent également, en tout cas qui sont présentées dans les grands congrès. Puis on espère que ça va être disponible chez nous. On a parlé tout à l'heure des IMID. Bien, c'est souvent à la rechute qu'on va les utiliser, je vous dirais. Ils ont des bons taux de réponse. La seule chose, c'est qu'il faut quand même être prudent parce qu'en amyloïdose, c'est moins bien toléré, donc il va falloir souvent diminuer les doses. Après ça, l'exazomib, ça c'est un nouvel inhibiteur du protéasome qui a l'avantage d'être pris par la bouche. Donc, c'est un traitement qui se prend complètement à la maison. L'étude était faite dans une étude, pour prouver la validité statistique, on doit choisir un peu c'est quoi notre objectif primaire. Puis eux, ils ont choisi la réponse hématologique. Malheureusement, ils n'ont pas atteint leur objectif. Donc, cette étude-là, dans notre jargon, elle a été appelée comme négative parce que la meilleure caractérisation statistique qu'ils pouvaient avoir, c'était sur cet objectif-là, puis ils ne l'ont pas atteint. Par contre, c'est là que des fois, c'est pas parce que c'est juste les statistiques qui parlent, il faut aussi regarder un peu la clinique. Donc, on peut être cliniquement significatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ixazomib qu'on prend par la bouche, bien souvent, notre réponse hématologique, quand on l'a atteint, on va la garder plus longtemps. Donc, ça a aussi une répercussion quand même intéressante sur le fait que nos organes vitaux atteints par l'amyloïdose, ben ils vont rester sans maladie ou en tout cas en rémission plus longtemps que si on avait pris un autre traitement. Donc, c'est quand même intéressant comme nouvelle option de traitement. C'est assez bien toléré.
Maintenant, il va falloir voir si, parce qu'elle était négative, si le gouvernement va quand même vouloir accepter le médicament ou si la compagnie va vouloir continuer à faire la promotion de ce nouveau traitement, qui est déjà utilisé en myélome multiple par ailleurs, puis il y a déjà ses approbations. Le daratumumab, alors là, c'est pas pour vous faire la compétition des diapositives indigestes, là, mais c'est juste pour vous montrer que c'est quelque chose qui est également connu depuis un certain temps, qui a été pas mal étudié aussi et qui, même à la rechute, va garder un taux de réponse tout seul, utilisé vraiment comme seule thérapie intéressante où on va quand même avoir des bonnes réponses hématologiques, des réponses d'organes et aussi un prolongement de la survie des gens. Alors ça, c'est intéressant. Ça encore, ce n'est pas une option qui est remboursée et officialisée par le gouvernement, mais on espère que ça va le devenir un jour. Donc, on a d'autres alternatives. Pourquoi on voudrait, là, on se préoccupe beaucoup pour essayer d'arrêter la production. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver aussi un moyen d'aller chercher les fibrilles qui sont déjà dans le cœur, par exemple, puis essayer de faire que notre corps le digère ou l'élimine? Bien, il y a plusieurs agents qui ont été tentés. Il y en a qui ont été arrêtés parce que finalement, ça a montré aucune efficacité. Il y en a pour qui, ça, c'est un antibiotique qui est assez intéressant, mais c'est seulement sur 25 patients, et qu'il va falloir être patient et attendre de voir si ça a vraiment un effet bénéfique pour tout le monde, au-delà des effets secondaires que ça peut créer. Puis également, dans notre dernier congrès d'hématologie qui est l'ASH, il y a eu un nouvel anticorps, donc qui va un peu comme sur le principe du daratumumab que je vous ai montré, mais là, la cible de l'anticorps, c'est la protéine déposée, la fibrille. Puis, une fois que l'anticorps est reconnu, mais c'est pour aider à ce que notre système de ménage là, le digère puis élimine la protéine. Puis, effectivement, dans leur première série d'études, on montre qu'il y a des organes qui récupèrent plus précocement que prévu. Donc, ils sont en train de planifier des plus grosses études de phase 3, c'est-à-dire avec ou sans le médicament. Maintenant, accrochez-vous, là, il reste juste quelques minutes. Soins de support en fonction des organes atteints, puis également des symptômes. Ça va être la fin de ma présentation, mais c'est vraiment le plus important parce que c'est ça qui aide votre qualité de vie. C'est ça aussi qui nous permet que vous tolérez mieux la chimiothérapie quand on la donne parce qu'on contrôle les symptômes. Donc, on voit que vous êtes au cœur et autour de nous, l'équipe, avec vous, bien, on va être un peu à vous supporter, autant nos infirmières, la nutritionniste, la physiothérapie, les autres médecins spécialistes pour les organes qui sont atteints, comme par exemple le cœur, le néphrologue pour les reins, le neurologue pour les atteintes neurologiques, et puis ben, l'hématologue qui est là pour donner le traitement de chimiothérapie lorsque c'est nécessaire. Donc, rapidement, j'ai laissé des noms génériques juste pour montrer des fois pour vous repérer avec certains médicaments. La défaillance cardiaque, mais on va surtout utiliser des médicaments pour faire sortir l'eau, donc des diurétiques. C'est bien de maintenir une diète pauvre en sel parce que le sel, ça fait de la rétention d'eau. Pour l'arythmie, on va privilégier certains antiarythmiques comme l'amiodarone qui sont surtout centrés sur le cœur parce que il y a certaines médications qu'on utilise qui peuvent être en tout cas plus difficiles de trouver leur seuil thérapeutique comme la digoxine ou la digitale parce que ça va se coller sur les fibrilles de l'amyloïdose puis ça peut augmenter la toxicité. Puis il y a d'autres médicaments plus classiques qui, eux, vont entraîner aussi une chute de pression. Donc, à ce moment-là, c'est plus difficile à tolérer. Si le cœur bat de façon irrégulière ou est à risque de faire des embolies, là, des petits caillots, on va recommander d'anticoaguler. On peut poser des pacemakers, mais il faut savoir que le défibrillateur, ça, c'est quelque chose qu'on va poser quand le cœur est très, très atteint et a de la difficulté à contracter correctement. C'est assez controversé parce que malheureusement, ça n'a pas l'air d'être aussi efficace que dans d'autres causes d'insuffisance cardiaque.
Après ça, bien, il y a aussi d'autres soins de support selon les organes atteints, bien sûr, que le cœur, on pense aux diurétiques pour les reins parce qu'on va faire de la rétention, de l'œdème. Pour les neuropathies, on a des médicaments pour essayer de diminuer la sensation désagréable, la douleur que ça provoque. Si on a de la difficulté à réguler sa tension quand on se met debout, ça c'est l'hypotension orthostatique, on peut mettre des bas supports. On a des médicaments aussi qui nous aident à remonter la pression. Si on a un ralentissement de notre tractus digestif, on essaie de manger des fibres, on vous fait rencontrer des nutritionnistes pour essayer d'améliorer la mobilité. On a également des médicaments pour aider. Puis si au contraire, c'est plus de la diarrhée ou de la malabsorption, c'est-à-dire que là, les nutriments, ils veulent plus passer, on les absorbe plus puis on perd du poids, bien, c'est sûr que là, on va faire appel à nos amis les nutritionnistes et certains médicaments comme par exemple l'Imodium ou le Loperamide qu'on utilise dans la diarrhée des voyageurs. Essayer d'utiliser pour amener à avoir plus de sel, mais pour faire que au contraire, on épaissit les choses pour essayer de faire qu'il y ait moins de diarrhée, puis qu'on diminue les pertes de poids, puis qu'on améliore le niveau nutritionnel. J'y vais très rapidement parce qu'on peut avoir des questions sur la transplantation d'organes. Il faut savoir que ça existe. Transplantation cardiaque, c'est vraiment rarement réalisé parce qu'on comprend aussi que c'est rare qu'une transplantation cardiaque arrive, point, pour toute indication. Donc, souvent, c'est difficile d'attendre notre nouveau cœur. C'est chez des patients jeunes, bien évidemment sélectionnés. Et souvent, ça va être suivi d'une autogreffe parce que si on laisse la maladie continuer, bien, les risques que ça se réaccumule dans le cœur sont présents. C'est un peu la même chose aussi pour la transplantation rénale. On va favoriser des gens plus jeunes, en forme, mais aussi avec une atteinte d'amyloïdose, souvent sur très peu d'organes. Puis, ça nous permet d'avoir souvent un temps plus long avant de retourner en dialyse. Donc, maladie rare avec plusieurs manifestations. J'espère que j'ai assez insisté pour obtenir le bon diagnostic, mais ça, c'est notre travail. On va essayer d'ajuster les traitements en fonction de la gravité. On a malheureusement une obligation d'y aller avec doigté parce qu'on peut aussi malheureusement perdre quand même une vingtaine de % des gens dès les débuts là, des traitements. Et ça, malheureusement, malgré nos avancées thérapeutiques, ça reste encore. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'améliorer. On est aussi à la recherche de nouveaux agents bénéfiques. Puis, vous voyez, il y en a quand même, il y a de l'espoir. Puis, j'insisterai jamais assez sur l'approche multidisciplinaire qui est importante. Puis, je terminerai. Peut-être pas, puisqu'il ne veut plus avancer, sur notre centre. C'est pas pour en faire de la promotion, parce que plein de centres au Québec sont capables de bien vous prendre en charge. Mais par exemple, si vous cherchez encore de l'information, il y a évidemment Myélome Canada, mais on a aussi développé un site Internet avec des ressources et également, si jamais vous avez un médecin qui veut transférer, on peut offrir un service de consultation avec les explications sont fournies sur notre site web. Vous pouvez regarder aussi, dépendamment de la région où vous habitez, peut-être que vos centres hospitaliers ont le même genre de principe. Alors, je vous invite à consulter. Merci de votre attention. Je m'excuse d'avoir dépassé le temps alloué, mais je reste disponible pour vos questions. OK. Alors, merci, Dr. Lemieux-Blanchard. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK, parfait. Alors, je rappelle à tout le monde pour envoyer des questions, on fait dans la section questions, vous tapez la question, je vais la recevoir pour demander à la Dr. Lemieux-Blanchard. Alors, pendant que j'attends pour les questions, je vais en demander quelques-uns moi-même. Alors, au début de la présentation, vous avez mentionné les chaînes lourdes, que oui, c'est possible d'avoir une amyloïdose avec des chaînes lourdes. Je me demandais, c'est quoi, en termes de traitement ou en termes de survie ou des symptômes, c'est quoi la différence entre les chaînes lourdes et les chaînes légères?
En fait, il n'y en a pas vraiment. C'est un peu les mêmes genres de manifestations. C'est beaucoup plus rare, par exemple. Donc, en soi, ce que ça veut dire, par contre, c'est qu'il faut rester vigilant parce que des fois, on a tendance à croire que l'amyloïdose, c'est juste les chaînes légères. Puis quand on a des manifestations, ben, on ne va pas faire nécessairement le lien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Mais ça va se traiter exactement de la même façon. Parfait, merci beaucoup. La prochaine question, on a parlé des traitements et il y a quelques traitements qui ne sont pas approuvés présentement au Québec. Alors, est-ce que, disons, il y a le manufacturier de ces traitements, est-ce qu'ils ont des plans pour faire des soumissions à Santé Canada? Est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'on peut avoir un petit mise à jour avec ça? En fait, pour l'ixazomib, je peux pas répondre. Ça, je le sais pas. Pour le daratumumab, oui, ça, je crois que c'est dans les cartons. Tout à fait. En fait, il faut savoir aussi que c'est beaucoup plus facile pour amener l'accréditation ou la reconnaissance. En fait, peut-être je m'exprime mal, mais il faut savoir, par exemple, le daratumumab, il y a déjà ses indications en myélome multiple. Donc, un patient qui a de myélome multiple et de l'amyloïdose, lui, pourrait avoir accès au daratumumab. C'est là qui rend toute la complexité, par exemple, quand on a juste de l'amyloïdose à elle, d'obtenir les médicaments. Mais c'est déjà un traitement reconnu. C'est pas une nouveauté, le daratumumab. Donc, c'est juste qu'il faut que la compagnie fasse la demande pour l'indication. Donc, avec une étude randomisée de phase 3 comme Andromeda que j'ai présentée, c'est beaucoup plus facile pour une compagnie d'aller soumettre puis de montrer la pertinence de ça. Donc, oui, je crois que Janssen, qui est la compagnie qui produit le médicament, est intéressée puis travaille vers ça. OK. Et, j'ai remarqué pour l'étude Andromeda, c'est le daratumumab qui est sous-cutané. Et présentement, celui-là n'est pas remboursé au Canada ou au Québec. Je suis pas sûr de tout le Canada, mais alors est-ce que vous pensez que ça va retarder un peu? C'est possible. Par contre, je sais aussi que parallèlement, Janssen essaie de faire reconnaître le sous-cutané pour le myélome. Donc, je pense que ça va aller un peu en. Ça va pas. Je pense pas que ça va retarder, ça va aller en parallèle, à mon avis. OK, bon, on espère, c'est ça. Et puis ça, c'est vraiment un avantage pour tout le monde parce que les infusions sont beaucoup moins longues, hein, les temps de traitement sont beaucoup plus courts, puis non, ça vaudrait vraiment la peine, effectivement, pour tout le monde. Ouais. On a reçu une question ici. Le traitement est-il le même si c'est l'amyloïdose héréditaire versus acquis? Non. Alors, si par exemple, on se réfère à la TTR puis la transthéritine sénile, malheureusement, là, présentement, en transthéritine sénile, il y a un vide un peu, là, parce que les médicaments qui sont disponibles sont pour les transthéritines héréditaires. Pour les formes beaucoup, beaucoup plus rares, puis je suis pas sûre que c'était ça l'essentiel de la question, là, mais dans des formes, par exemple, pour aussi le fibrinogène, ben là, j'en ai pas parlé parce que ça sortait du cadre, mais des fois, il y a des transplantations d'organes qui peuvent être faites. Mais présentement, il y a un vide là, pour l'amyloïdose sénile, quoique je pense qu'ils essaient d'utiliser certaines, mais qui sont plus destinées à la TTR, mais seulement certaines formes. Mais là, je m'avance parce que moi, j'avoue que quand ça ne devient pas de l'amyloïdose à elle, ça sort de mon champ d'expertise. Ouais, c'est plutôt pas, c'est pas traité par des hémato-oncologues, c'est ça? Non, c'est souvent les cardiologues qui sont, parce que on l'a vu un peu plus tôt, hein, c'est presque 90% vont se manifester avec des atteintes cardiaques, donc c'est souvent eux qui vont les voir. Puis aussi, il y a des neurologues qui peuvent les voir. OK. Donc, j'ai bien compris. Merci beaucoup. La prochaine question, y a-t-il des protéines sur les 36 qui sont les plus fréquentes dans l'amyloïdose? Oui, alors les chaînes légères sont les plus fréquentes, puis donc c'est beaucoup l'amyloïdose systémique là, de chaînes légères ou chaînes lourdes, c'est ce qui est le plus fréquent quand on regarde, quand on découpe là, la grande tarte de l'amyloïdose. OK, merci. Je pense que je suis pas sûr que je comprends la prochaine question, mais je vais essayer. La question, c'est le traitement est-il le même aussi
si MGUS plutôt que le myélome. Alors, je pense que la question, si on a un MGUS avec l'amyloïdose, est-ce que le traitement est indiqué ou parce qu'en myélome, on sait que le MGUS, le traitement n'est pas indiqué? Tout à fait, c'est une excellente question. En fait, savez-vous, c'est que l'amyloïdose, à elle, on pourrait aussi la regrouper dans une autre classification, juste c'est pour avoir plus de verbatim de docteur, là. Mais c'est qu'on va appeler ça une gammapathie monoclonale de cliniquement significative. Donc, ça veut dire, puis ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation parce qu'il y a des gens qui vont avoir des gammopathies monoclonales qui vont se manifester par de l'amyloïdose AL. Puis dans le fond, ben c'est ça, l'amyloïdose systémique, c'est une gammopathie monoclonale. On n'en fait pas tant que ça, mais elle est tellement mal foutue, cette protéine-là, qu'elle nous cause des problèmes. Puis il y en a d'autres sortes de maladies monoclonales également qui sont pas suffisantes pour qu'on appelle ça des myélomes, qui n'ont pas des critères de myélome, mais qui, même s'ils ont une petite quantité quand on fait la biopsie osseuse, c'est pas suffisant pour appeler ça un myélome, elles vont quand même avoir un impact. Puis, on doit les traiter. Alors, des fois, on a des entités qui vont attaquer, par exemple, seulement les reins. Alors, mais on va se permettre de les traiter un peu comme des myélomes, un peu comme de l'amyloïdose, parce qu'il faut arrêter la production pour arrêter l'atteinte de l'organe qui est atteint. Alors, on est comme rendu dans un limbo entre les deux conditions. Ben, en fait, c'est comme un continuum, hein? On a le myélome à un bout, puis on a toutes les maladies qui sont connexes, qui se manifestent également avec des productions anormales, des chaînes légères ou des chaînes lourdes dans des cas comme ça. Okay. C'est compliqué, mais je pense que je comprends. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, Ouais. c'est pas. Ah, Oui, pour un mais, médecin de famille, c'est très compliqué. Puis c'est ouais. pas même pour d'autres hématologues. Alors, il faut pas se. C'est pour ça que c'est enregistré la présentation. On peut la réécouter Ouais. si on. Ouais, c'est ça. On a aussi vu dans le petit le diagramme que vous avez montré avec le patient au milieu que le médecin de famille n'est pas vraiment là-dedans parce que c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus haut niveau. C'est vrai. Mais j'avoue que vous me faites penser que je l'ai oublié. Il reste toujours important. Ouais, je vais le rajouter pour les prochaines présentations. C'est ça. Et c'est sûr que dans la prise en charge, que le médecin de famille, il y a toujours un rôle à faire il y a toujours un rôle à faire. Ça. Oui, parce que des fois, on peut avoir des directives, puis le but d'un centre spécialisé comme le nôtre, c'est pas nécessairement que tout le monde soit tous les jours suivi au CHUM, par exemple. Des fois, c'est de donner nos recommandations, de faire un plan de traitement, puis d'aider les gens à rester dans leur milieu, dans leur région, mais d'avoir un bon service. Puis des fois, ben, un médecin de famille qui est beaucoup plus à l'aise en cardiologie, ben, il va être à l'aise à gérer les médicaments pour uriner, pour gérer la pression. Par contre, il va peut-être être moins à l'aise pour gérer les nerfs. Puis là, ben, vous aurez une référence en neurologie dans votre coin. Mais je pense que oui, là, c'est un bon point. C'est quelque chose que j'ai oublié parce qu'ils peuvent tout à fait participer aux soins en amyloïdose. Puis aussi, on essaie de les aider à reconnaître plus rapidement parce que comme on l'a souligné, les gammopathies monoclonales, là, c'est vraiment c'est de la bouillie pour les chats pour bien des gens. Fait que de reconnaître l'amyloïdose dans tout ça, quand c'est rare, c'est des symptômes souvent frustres au début, ben il faut beaucoup compter sur nos médecins de famille. Donc, c'est quelque chose là qu'il faut, on va faire la promotion de ça dans le futur, c'est certain. C'est pas une bonne idée, merci. Alors, prochain, je sais vers la fin de la présentation, vous avez mentionné qu'il y a bien de centres au Canada ou au Québec qui font la prise en charge du myélome, mais c'est c'est quoi les centres je pense que votre centre est un, mais les centres qui ont un peu plus d'expertise avec la maladie, les centres qui peut-être ont la recherche clinique qui est faite sur l'amyloïdose, peut-être au Québec et aussi au Canada, disons, c'est quoi les centres qui sont plus impliqués dans la recherche? Ben, au Québec, il y a nous qui est intéressé, le CUSUM aussi a également une équipe. C'est différent. Au Québec, on peut avoir aussi une expertise, mais
pour l'autogreffe, c'est plutôt le CHUM qui a développé cette expertise-là, mais d'autres centres pourraient la faire. À Québec aussi, ils sont certains médecins, dont Dr Lalancette, sont bien impliqués dans l'amyloïdose. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une structure comme la nôtre. Ça, c'est un exemple que j'ai donné sur ma diapositive. Les structures peuvent être multiples, mais ils ont un intérêt là-dedans, c'est certain. Après ça, évidemment, hors Canada, je les connais moins. Par contre, à Ottawa, à Toronto, il y a des gens très impliqués. À Calgary également, des gens impliqués. Ouais, je demandais la question parce que, comme vous avez mentionné dans la présentation, que les délais pour le diagnostic, le plus commentaire, le plus mauvais le pronostic va être. Alors, c'est bon pour les patients de savoir où il y a un peu plus d'expertise dans la maladie, au cas où. Oui. Et souvent aussi, on a parlé des médecins de famille, mais comme la maladie a souvent une atteinte cardiaque, il y a aussi tout un travail de sensibilisation auprès des cardiologues pour la reconnaître. Et comme maintenant, ils ont des indications de traitement, ben, je vous dirais que la reconnaissance de ça aussi a augmenté. C'est très, très actif dans le milieu de la cardiologie. Donc, on ose espérer que les patients vont nous arriver plus tôt en hématologie qu'avant. OK, merci. Une autre question que j'ai reçue, la cause peut être une infection, quel type viral bactérien? Non. En fait, l'infection, on parle beaucoup j'avoue que c'est un mode de présentation là, qui diminue de plus en plus dans nos pays à nous, en tout cas. Par contre, si je pratiquais ailleurs, dans un pays en voie de développement, peut-être que ça serait bien différent. On parle d'infections chroniques, là, des infections par parasites ou par mycobactérium là, qui vont durer pendant des années, puis qu'il y a donc c'est pas des infections aiguës généralement, c'est le fait de rester avec la bactérie pendant longtemps qui va générer ça. OK, merci. Alors, j'ai plus de questions, mais j'ai une dernière question pour terminer. Alors, on sait qu'on vit des temps exceptionnels ces jours-ci et on n'a pas vraiment mentionné la pandémie que nous vivons. Alors, juste simplement, comment est-ce que la prise en charge de l'amylodose a changé et quel aspect vous pensez qui va continuer même après la pandémie? Alors, pour l'instant, pour moi, la pandémie n'a pas beaucoup eu d'impact parce que les traitements qu'on donne sont majoritairement de courtes périodes de visite à l'hôpital, c'est-à-dire qui durent comme 30 minutes. L'injection du Velcade, c'est 30 minutes. Donc, j'ai essayé de continuer quand même parce qu'en fait, malheureusement, comme vous avez vu, les méthodes de traitement par la bouche, comme le melphalan, dexaméthasone, tout seul, c'est moins utilisé, sauf dans certains cas. Puis, compte tenu aussi des effets secondaires, puis de la tolérance moins bonne du Revlimid, dexaméthasone, qui est un autre agent oral, là, complètement oral, c'est pas mon premier choix en traitement de l'amyloïdose en première ligne, en tout cas. Donc, comme j'ai pas beaucoup d'alternatives sans faire venir le patient parce que l'injection de Velcade doit demeurer à l'hôpital pour le moment, là, c'est pas un médicament qu'on peut obtenir en externe, puis que mes patients sont bien malades, puis si je fais rien, c'est pas une maladie qui peut attendre que la COVID s'en aille, moi, ça peut changer. Si j'avais accès à plus de molécules orales, ça serait peut-être différent. Ou si elles avaient plus leur place, ça serait différent. En myélome, c'est une autre chose. On peut modifier notre approche. En amyloïdose, c'est plus difficile parce qu'on sait que time is money. Il faut commencer. Puis quand les gens arrivent, généralement, il faut commencer. Pour l'autogreffe, là, c'est un petit peu différent aussi. Là encore, on peut discuter sur le timing, mais comme on a vu que ça ne guérit pas la maladie, l'autogreffe, il faut l'utiliser en temps de pandémie quand on pense que c'est la meilleure alternative et l'unique alternative pour nous, là, pour le patient, dans le sens où c'est ça qui va lui apporter le plus de bénéfices parce que l'autogreffe, ça amène beaucoup d'immunosuppression de 3 à 6 mois après la greffe.
Et ça, c'est pas une bonne période quand il y a plus de 2000 cas par jour dans la communauté. Alors ça, oui, effectivement, sur le plan de l'autogreffe, ça nous fait davantage réfléchir. On essaye de la retarder si possible. Et vous avez mentionné autogreffe, juste vraiment vite, est-ce que l'allogreffe, est-ce qu'il y a un rôle pour l'allogreffe pour l'amylodose? Pas que je connaisse. En fait, compte tenu des effets secondaires importants déjà de la greffe autologue, qui est une période courte de chimiothérapie, puis qui se manage dans un temps court, l'immunosuppression de l'allogreffe, la toxicité des traitements, c'est souvent jugé même pas pensable de l'essayer, en fait. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'études, en tout cas, qui ont perduré dans le temps pour que moi, je les connaisse pour justifier l'allogreffe. En myélome, d'ailleurs, souvent, ça peut faire même partie d'un critère d'exclusion au protocole d'allogreffe qui peuvent être différents là, à travers le Canada. Là. Nous, on a une équipe à Maisonneuve-Rosemont qui fait plus d'allogreffe en myélome. Et je sais que quand l'amyloïdose est présente, c'est des patients qui ne sont pas inclus. OK. Pendant que nous parlons, j'ai reçu deux autres petites questions. Alors, on a juste un peu plus de temps, si c'est correct avec vous. Oui, oui. Oui. Pourquoi les hématomes autour des yeux est un signe important? Ah oui, ben ça, c'est intéressant. Effectivement, c'est que dans l'amyloïdose, il y a plein de choses qui peuvent survenir. Les yeux, il faut savoir que, tu sais, vous le sentez par vous-même, hein, la peau est beaucoup plus fragile. Puis il y a une fragilité des capillaires parce que les fibrilles d'amyloïdose vont se déposer dans les tissus. Et comme c'est beaucoup plus fragile, ben ça va apparaître beaucoup plus facilement, spontanément. On peut avoir même, tu sais, souvent quand il y a l'hématome périorbitaire qui se manifeste, là, donc ça veut dire, tu sais, souvent c'est la paupière ou le bas de l'œil. Là. Des fois aussi, on peut voir, en regardant bien, là, on voit des petites papules d'amyloïdose. Ça veut dire que dans la peau, ça s'est déposé. Puis ça aussi, ça va saigner davantage. Puis, ça peut être manifesté sur le reste du corps, c'est juste que sur les yeux, c'est souvent beaucoup plus évident, puis ça a l'allure très dramatique parce que ça peut s'étendre très grand. Puis aussi, comme je l'ai mentionné, l'amyloïdose, elle peut faire que certains facteurs de coagulation vont coller dans certains organes. Puis là, ben, les gens vont saigner spontanément. Donc, des fois, c'est pas juste des ecchymoses qui vont paraître, mais ils peuvent avoir même des hématomes qui se font dans leurs muscles ou ailleurs, là, des saignements digestifs très importants, ou quand on fait une biopsie, là, ça n'arrête pas de saigner. Ça, c'est une autre manifestation, heureusement plus rare, moins de 10 Mais on l'aime pas quand ça arrive. Ouais. Non, non, c'est sûr. Et la dernière question, et je suis sûr que vous recevez cette question beaucoup ces jours-ci, le vaccin pour la COVID, c'est quoi les recommandations chez quelqu'un qui est atteinte d'un amylodose? Alors, ben, j'avoue que j'ai beaucoup la question, puis je suis vraiment désespérée d'avoir les réponses parce que s'il n'y en a pas beaucoup de réponses ces temps-ci sur comment ça va fonctionner pour le moins au Québec sur le plan de vaccination de la population en général. Au-delà des tranches d'âge, là, on n'a pas eu encore d'indication dans quels de nos patients vont être favorisés, est-ce que ça va être par tranche d'âge, puis il va falloir prouver qu'on est immunosupprimé. Ça, c'est une structure qu'on ne contrôle pas. Maintenant, si on regarde juste les recommandations des grandes organisations mondiales des maladies hématologiques, mais aussi en oncologie, la plupart en fait, la majorité, là, ont recommandé le vaccin compte tenu du fait que les risques d'attraper le COVID et d'en faire des complications est beaucoup plus grand que les risques associés au vaccin de ce qu'on en connaît présentement. Donc, ma recommandation, c'est d'avoir le vaccin. La seule chose, comment ça va s'organiser, ben ça dépend de chacune des provinces. Et pour l'instant, en tout cas, à Montréal, c'est pas vraiment défini. Mais oui, ça va être recommandé le vaccin.
Après, c'est sûr que si on reçoit de la chimiothérapie, ça se pourrait que notre système immunitaire soit moins fort puis qu'on développe moins de vaccins. Par contre, aucun des vaccins qui nous, j'ai dit quoi là, je me souviens plus, mais qu'on développe moins d'anticorps suite au vaccin, notre immunité va être peut-être moins bonne que celle de notre épouse ou de notre conjoint. Donc, ça va être intéressant de voir aussi s'ils vont permettre la vaccination aux gens qui entourent pour faire une espèce d'effet barrière. Puis présentement, pour bien expliquer pour la vaccination, il n'y a aucun des vaccins qui donne le COVID. Hein. On ne donne pas le virus au complet, on donne seulement une partie. Donc, les effets secondaires, ils vont être liés au fait que c'est ce qu'on a mélangé pour que notre système réagisse. C'est ça qui va faire qu'on va avoir mal au bras, mais vous n'attraperez pas le COVID par le vaccin. Vous allez l'attraper parce que vous ne serez peut-être pas tout à fait protégé contre le COVID. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir malgré tout rester vigilant et observer le plus possible le confinement quand on est en chimiothérapie ou quand on a une maladie comme le myélome ou l'amyloïdose sous traitement. Ouais. Ouais, alors c'est cas par cas, l'innocuité, c'est correct parce qu'on ne peut pas recevoir le COVID, c'est pas le virus qu'on reçoit, mais c'est l'efficacité qu'on ne sait pas. Exactement, oui, exactement. Puis on va l'apprendre aussi avec le temps, là, parce que les grandes campagnes de vaccination commencent. Alors, je pense qu'on va avoir des données qui vont nous venir. Il faut savoir que Pfizer n'a pas inclus de patients immunosupprimés, sauf les patients séropositifs, mais il n'y avait pas de patients immunosupprimés autrement dans son étude. Donc, c'est pas qu'on a la réponse, c'est pas que c'est dangereux nécessairement, c'est juste qu'ils l'ont pas testé. Alors, c'est des campagnes de vaccination aussi dans les prochains mois qui vont nous en apprendre beaucoup, je pense. Alors, avec ça, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui pour cette présentation. C'est bon parce que c'est enregistré. Là, on a un ressource sur l'amyloïdose pour donner aux patients qui nous contactent. Alors, je suis vraiment content pour ça. Je ne peux pas vous remercier plus que ça. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci et merci aux gens qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir.